Souvent, moi, les experts comptables me disent en vrai, moi, trouver des clients, c'est limite plus facile que de trouver des collabs pour servir ses clients. On avait marre d'être en région parisienne et on teste de faire un cabinet full remote. On a bossé en remote pendant 6 mois. Vous en connaissiez un déjà? Pas du tout. C'est vous lancez dans le vide. Dans un métier où il y a une pénurie, quand tu recherches un 100% télétravail, c'est sûr et certain que c'est toi qui gagne l'offre. On essaie de regrouper au moins une fois par mois tout le monde. On a 50% au Portugal, 50% en France. Pour une réunion, on n'a pas besoin de venir sur place ou de venir dans nos locaux. Tout le monde gagne du temps et par contre d'être réactif, quoi. Je leur disais, tu vas voir combien de fois ton expert comptable au bureau. Ce qui compte, c'est d'être proche quand tu en as besoin. Ah, j'y vais une fois par an. Si c'est ça le problème, une fois par an, tu me verras. C'est sûr et certain. Si je l'ai regardé, je suis un cabinet libéré. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Cédric Alves du cabinet Rally Conseil. On parle du premier cabinet full remote, sa croissance impressionnante, 450 clients en 3 ans. Un cabinet qui a embauché des collabs un peu partout. Et puis surtout, du full service avec de la DAF externalisée, expertise comptable, de la paye, de l'office management as a service. Ravi de vous avoir sur l'épisode. Hello Cédric. Merci beaucoup de me rejoindre dans ce nouvel épisode de Comptatech. Salut Arthur, merci de m'avoir invité. Alors, on en parlait juste avant de commencer. On s'est rencontrés, je crois, pour la première fois en février 2021. Exactement. Donc, pas mal au début de Penny Lane, parce que nous, pour rappel, on a écrit la première ligne de code en septembre 2019. Et en gros, début 2021, c'est la première fois que des premiers cabinets nous ont dit « Votre truc, il est encore pourri ». Mais vous avancez vite et je peux déjà mettre des premiers dossiers dessus. Et je crois que toi, c'était le moment où tu lançais en fait ton cabinet ou... Exactement. Nous, on a lancé le cabinet en juin 2021. Okay. Et avec François, du coup, qui est mon associé, on a testé les logiciels un peu innovants du marché. Et on a connu Penny Lane au travers de Julien Younes tout au début. J'ai joué avec lui au foot, au tournoi de foot des experts comptables la semaine dernière. Il a plus le physique, moi non plus. Il a plus le physique. Et donc, du coup, c'est Julien qui m'a parlé de la solution parce que nous, on vous avait vu sur Internet. Okay. Et on avait vu que la solution ne se commercialisait pas, en fait, initialement. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, moi, je veux rencontrer les personnes qui sont en train de faire ce software parce que ça m'intéresse. J'ai trouvé ça super bien, du moins sur Internet, et on a envie de le tester. Donc, effectivement, d'ailleurs, c'est toi et Edouard qui nous avaient fait la démo à l'époque. Et on a tout de suite accroché. Honnêtement, on a testé quelques petits dossiers de copains, ce genre de choses sur Penny Lane. Effectivement, il te manquait plein de briques, mais on a senti quelque chose vraiment de différent et c'est pour ça qu'on est parti avec vous une fois qu'on a ouvert le cabinet. Bon, top. Bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, Exactement. Mais comme ça, au moins, ça remet le cadre de comment nous, on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux du coup me dire, toi et François, ce que vous avez fait avant du coup de vous associer pour monter votre cab et peut-être même si je rembobine vraiment à fond, comment t'es tombé dans la compta, quoi? Pourquoi t'as choisi cette voie-là? Moi, j'ai toujours eu de la facilité sur tout ce qui était, on va dire, finance, mathématiques et ce genre de choses. Je suis parti en DUT et en DUT, j'ai rencontré un expert comptable. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que c'était super intéressant son métier, alors que je ne connaissais pas du tout le métier. Et j'ai arrêté de DUT et je suis parti en DCG. J'ai fait tout le cursus. Tu marches pas mal au rôle modèle, quoi, un peu. Ouais, exactement. Je me suis dit, ça a l'air vraiment sympa ce qu'il fait, quoi. J'y suis allé. Du coup, Et qu'est-ce que c'est qui t'a attiré dans ce qu'il t'a raconté Vraiment le fait de discuter avec plein de personnes différentes, plein de projets différents, et même au sein d'un même métier. Ce qu'il me disait, je me souviens, ce qu'il m'avait dit à l'époque, c'est tu vas rencontrer des gens qui font exactement la même chose, mais qui procèdent pas du tout de la même manière. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, en termes de culture, d'entreprise, c'est exactement ce que je recherche. C'est la richesse, la diversité des cas que tu vas traiter, quoi. Exactement. Moi, j'ai toujours eu un problème depuis tout petit, c'est que je m'ennuie facilement. Et en fait, j'ai toujours cherché quelque chose où je n'allais pas m'ennuyer. Et je me suis dit, ça, c'est sûrement la bonne voie. Et je suis parti du coup en DCG. Au début, c'était pas... T'étais où? T'étais en région parisienne? J'étais boulevard Haussmann à l'INES, une école spécialisée en compta. Et du coup, sur le DCG, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça au départ. On va dire c'était beaucoup de compta, beaucoup de prod, on va dire, parce que j'ai tout fait en alternance. Mais au fur et à mesure... T'étais en alternance dès le départ. Dès le début. Parce que tu avais trouvé un cabinet aussi en région parisienne, j'imagine, du coup. J'ai un tout petit cabinet où j'ai fait que de la prod. C'est là où j'ai appris toutes les gammes. Et du coup, pourquoi j'ai fait alors, désolé, ça se fait pas trop de te demander ton âge, mais c'était il y a combien d'années, du coup Il y a plus de 13 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Et
Et du coup, j'ai fait de l'alternance parce que j'en avais marre de l'école. Ok. Concrètement, c'était ça. Et c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'au doctorat, quoi. C'était vraiment l'alternance. S'il n'y avait pas eu l'alternance, je pense pas que Ouais, j'aurais t'aurais terminé pas le pu parcours, rester quoi. assis sur les bancs de Voilà, l'école. exactement. Ok. Exactement. J'avais besoin de pratiquer. Du coup, j'ai commencé par un tout petit cabinet. Ensuite, j'ai été chez KPMG. C'est là où j'ai rencontré François. Ok. On a eu la chance d'être dans la même classe, on va dire, DCG, DSCG, et d'être en même temps chez KPMG en alternance ensemble. Ok. Et en fait, on a sympathisé, on a continué, on va dire, cette relation amicale après les études. On a eu la chance d'être dans le même groupe de DEC. Vous disiez déjà à l'époque, genre peut-être un jour on s'associera ou... Pas du tout, parce que François, il voulait pas être expert comptable à la base. Ok. Et après, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les études, il s'est dit pourquoi pas. Et lui, il voulait faire que du DAF. Il voulait être DAF à la base. Et en continuant d'échanger pendant le cursus du DEC, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire mêler les métiers d'expertise comptable et conseil, on va dire généraliste, avec du DAF externe. Et ce qui fait qu'on a créé le cabinet au départ avec 2 volets. Donc tu avais le volet expertise comptable, un peu comme on la connaît tous, et le management de transition sur des ETI. Donc en fait, les premières missions qu'on avait sur cette partie-là, c'était des choses où, en comptabilité, tu peux pas rentrer, quoi. Ils ont leur service comptable, c'est très compliqué de rentrer. Donc on a lancé le cabinet comme ça. Ouais. Juste donc tu fais DCG, DSCG, tout ça chez KPM, enfin alternance du coup, pas le DCG, Ouais. mais DSCG c'était chez KPMG. Ouais. Et aussi pendant ton stage de deck, quoi ou... Non, en fait, si tu veux, mon parcours est particulier sur ces aspects-là, mais à la fin du DCG, je suis parti de chez KPMG parce qu'en fait, on travaillait beaucoup chez KPMG, on apprenait énormément, mais on travaillait beaucoup, et j'avais envie de valider mon DSCG en 1 an. J'en avais marre de l'école, toujours le même. Et au lieu de 2, donc du coup, je suis parti dans un cabinet vers chez moi, dans banlieue parisienne, où c'était beaucoup plus calme. Je continuais à apprendre, mais de manière beaucoup plus calme. Et j'ai validé ce fameux DSCG en 1 an. Et ensuite, mon ancien manager de KPMG m'a rappelé en me disant bah, tu sais quoi, reviens. Ok. Donc je suis revenu, j'ai refait 2 ans là-bas. Il y avait toujours François. Lui, François, il a fait tout là-bas. Ok. Et ensuite, on est partis tous les deux à peu près en même temps, à 6 mois de différence. Il est parti dans un cabinet, ouvrir la section management de transition du cabinet. Ok. Et moi, je suis parti dans un cabinet qui s'appelle GVA dans le 16e, qui fait vraiment du beau conseil, de l'audit. Et j'ai terminé mes gammes là-bas, quoi. Ok. Super. Et donc après, vous vous dites, on lance le cabinet. Ouais. Alors déjà le nom, Rallye Conseil, ça vient d'où? Rallye Conseil, on a cherché. Nous, on a mis un gros budget sur le marketing, on va dire, pas forcément financier, mais en termes d'intérêt. En fait, l'idée de base était de se dire, on est petit, mais il faut que les gens y pensent qu'on est grand. Et donc, du coup, on a été accompagné pour créer notre site internet, mais vraiment quelque chose de costaud. Et on a beaucoup, beaucoup réfléchi aux noms. Il y a des noms incroyables qui sont passés pendant les discussions. Et à la fin, en fait, François, il lance une idée. Il aime beaucoup le sport automobile, François. Et il me dit, pourquoi on ne s'appellerait pas Rallye Conseil? Et je regarde, je fais, pourquoi tu veux qu'on s'appelle Rallye Conseil? Et du coup, il m'explique, bah, tu as un pilote, un copilote. Et en réalité, c'est exactement notre rôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui ont pris ce nom-là, copilote, etc. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Et du coup, ça s'appelait Rallye Conseil comme ça. Conseil avec un S, ça c'est parti d'une petite blague parce qu'on délivre plusieurs conseils. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fini par s'appeler Rallye Conseil avec un S à la fin. Et donc tu dis, faut tout de suite qu'on ait l'air gros. Ça, c'est une spécificité, vous vous mettez direct dans le marketing. Et en termes de positionnement, de proposition de valeur, vous avez pas mal réfléchi, du coup, de ce que je comprends. Exactement. Et c'est vraiment le conseil au pluriel, quoi. C'est de dire, je peux accompagner mon client sur un panel de services assez large. C'est exactement l'idée, on va dire que c'est pas ce qu'on a appliqué dès le départ. Forcément, tu te lances ex nihilo, il faut le temps au temps. Vous aviez réfléchi à racheter ou... Non, jamais, parce que maintenant, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, pour grossir plus rapidement. Mais à l'époque, non, parce qu'on voulait partir d'une page blanche et l'écrire comme on la souhaitait. Si tu rachètes un cabinet, tu as quand même un historique. T'hérites de la dette, entre guillemets. Exactement. Et enfin, tu vois, c'est tout bête, mais mettre un outil un peu plus innovant, un peu plus jeune, alors que tu rachètes un cabinet, tu prends des gros risques. Parce que nous, on était un jet ski. Si c'était passé mal, si la chose se passait mal avec Penny Lane, tu tournes à droite, à gauche en 2 secondes. Tu achètes un cabinet qui fait déjà 500, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires. Ton changement, tu le vis pas pareil. Même si c'est petit, un peu, t'as emprunté un peu, t'as un peu peur. Tu vis pas le changement de la même manière. Ouais. Donc non, on n'a jamais eu cette idée de racheter.
Par contre, on a eu l'idée de faire une proposition de service, on va dire, un peu différente en termes de positionnement, dans le sens où, que ce soit François ou moi, on n'a jamais fait de tout petits clients, c'est-à-dire tout ce qui est profession libérale, on ne connaît pas. Et on n'allait pas s'amuser à rentrer dans ce type de métier. Donc on a fait ce qu'on savait faire, accompagner des dirigeants qui souhaitent développer leur société. Ok. Et si tu veux, les premières questions qu'on posait quand on recevait un nouveau prospect, c'était C'est quoi ton ambition? c'est quoi ton ambition exactement? Si la personne me répond c'est juste de me payer correctement, je lui disais je pense pas qu'on t'apportera grand-chose. À l'inverse, s'il me dit moi dans 5 ans je me vois avec 4-5 personnes avec moi, développer le business et tout, je sais que cette personne-là va avoir des besoins justement de DAF et je sais qu'on pourra l'accompagner. Ce qui fait que l'univers startup nous a beaucoup plu parce que c'est souvent des entrepreneurs qui sont ambitieux. Moi, j'aime beaucoup le secteur du BTP parce que, pareil, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de problématiques et de pouvoir les accompagner, c'est assez génial. Là. Et où tu peux croître rapidement aussi, je pense. Tu peux grossir Mais c'est très rapidement. compliqué, mais si tu t'en sors bien, tu peux. Exactement. Et en fait, le dirigeant du BTP, il te fait confiance. C'est pas du tout son domaine, la finance et la comptabilité. Donc c'est exactement ce que nous, on recherchait en termes de positionnement. Ok. Et donc, du coup, l'idée globale, c'était de mêler l'expertise comptable du DAF externe. Si on sait que tu n'avais pas besoin de DAF externe à aucun moment du développement de ta société, on considère qu'en vérité, on ne va pas t'apporter Avoir grand-chose. moins de valeur Voilà. différenciante par rapport à un autre cabinet. Exactement. Et je préfère dire non plutôt que la personne elle soit déçue en fait, de l'accompagnement qu'on lui fait. Ok. Et du coup, peut-être pour donner à nos auditeurs une petite idée, aujourd'hui, Rallye Conseil, à peu près combien de clients, combien de collaborateurs À la louche, sans compter le management de transition, parce qu'il y a pas mal de TI, donc c'est des missions assez ponctuelles. On est à peu près à 350-400 clients. Sachant que vous avez commencé en juin 2021, donc en 3 ans. Quoi. Ouais. Et on costaud, non? Ah oui, t'as pas beaucoup de cabinets qui ont 3 ans d'âge et qui ont... si tu veux, on en rigolait. En année 2, c'était les chiffres de BP d'année 5 ou 6. Tu vois, c'était, en termes de chiffres, c'était à peu près ça. Okay. On a eu la chance d'avoir le chômage quand on a quitté nos emplois respectifs. Ça nous a beaucoup aidé, il faut dire la vérité. En termes de prise de risque, tu n'as plus de risque. Enfin, tu as supprimé ton risque. On a eu cette chance-là. Et ensuite, on a eu aussi de la chance d'avoir 2 beaux clients dès le départ qui ont permis de faire évoluer le cabinet rapidement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 400 clients, 20 collaborateurs dispatchés entre la France et le Portugal. On va en parler. Et on a une responsable marketing parmi les 20. Okay. Vraiment à plein temps. Ok. Et ces clients, du coup, donc, tu disais pas mal start-up, pas mal BTP. Tu as d'autres. Bien sûr. Un peu de tout. Après, on a un peu de tout. Je crois que tu me disais que justement, un des clients que tu avais accompagné dès le début et qui a pas mal grossi, c'est ceux qui font les. C'est Hydratis. Faut pas les nommer. C'est un de nos premiers clients. On les a accompagnés, on les a connus, c'était tout petit. C'est des gens qui ont commencé à 2. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Ils ont des besoins qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, on fait intervenir les équipes de François avec nos équipes expertise comptable pour en fait leur délivrer le maximum de choses dont ils ont besoin. Donc, on va aussi bien sur la compta, sur la DAF et sur l'office manager. Tu vois, ils ont une très grosse problématique. Dans les pharmacies, il y a beaucoup de LCR, truc assez à l'ancienne. C'est les lettres de change. Exactement. Et du coup, ils en ont, si je te dis pas de bêtises, 200 par jour, encaissés sur des petits montants, etc. Et en fait, on a processé tout ça pour faire des encaissements beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, ils ont un vrai enjeu BFR. Et on les a accompagnés sur ça. On a mis une personne, François a automatisé le process pour qu'aujourd'hui, ce qu'il faisait en 1 semaine, on le fait en 2 heures. Okay. Donc, c'est vraiment le but du cabinet. Tu les aides vraiment de bout en bout. Exactement. Okay. On paye leurs fournisseurs, on relance leurs clients. Enfin, on fait vraiment... C'est ce qu'on avait fait chez KPMG à grande échelle, parce qu'on était dans un service qui s'appelait externalisation, dans lequel de très belles ETI n'avaient pas de service comptable. Et on essaie de le reproduire à plus petite échelle. Et justement, tu as déjà eu, parce que donc, tu prends des clients qui grossissent et du coup, à ce moment-là, les équipes de François, ton associé qui gère plus la partie DAF, rentrent en jeu. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui sont rentrés par la partie DAF
et que vous avez récupéré en expertise ou... Maintenant, oui. Ok. Au début, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça commence à être le cas, où on a des clients où François intervient là-bas 6 mois, et il y a un enjeu, le service comptable, on va dire, n'est pas bien structuré en interne. Je ne sais pas, il y a une des comptables qui s'en va, qui a posé sa démission pendant la mission de François. On propose du coup de récupérer ça en externe. Ok. Ça se fait beaucoup moins que dans le sens inverse. Mais Ouais. quand ça se fait, c'est des très belles missions. Tu vois, ça vaut au moins 20 dossiers normaux, tu vois, quand il y a une mission qui rentre depuis François. Mais c'est exactement la base, en fait. Vraiment, quand on a créé Rally, on s'est dit, on va s'échanger les dossiers un petit peu. Et c'est ce qui commence aujourd'hui au bout de 2 ans et demi. Donc là, ça fait 3 ans qu'on est créé. Mais on a senti que ça commençait à fonctionner au bout de 2 ans. Et moi, je pense, c'est ma thèse, hein, il n'engage que moi, mais moi, je pense qu'avec la facture électronique, tu as beaucoup de belles PME ETI qui vont vouloir réexternaliser. Parce qu'en fait, avant, elles internalisaient notamment parce que le fait d'internaliser leur donnait accès à leurs données en temps réel, etc. Mais avec la facture électronique, en vrai, que tu internalises ou que tu externalises, tu auras toujours ta data, etc. quoi. Donc, ça va être plus simple, à mon sens, et tu auras une donnée bien plus structurée. c'est ça. C'est une certitude. Et par contre, je pense que les cabinets, et je crois que François l'a déjà fait quelques fois, d'aider à l'implémentation du nouveau complètement. SI, finance, compta et tout. Complètement. Et si toi, en tant que cabinet, tu peux dire, je sais t'installer ton nouveau SI, et au passage, je sais te l'opérer tout ou partie, ou quand on a besoin ou autre, là, je pense que tu as une proposition de valeur Oui, qui est assez folle. Quoi. François, quand il intervient, très souvent, il intervient pour une mission qui est un remplacement. Et au final, il se retrouve à proposer de changer tout le système informatique financier, on va dire. Et effectivement, tu as complètement raison. On n'est pas intégrateur. On n'a pas la prétention d'être intégrateur, même si, en fait, c'est une possibilité qu'on a en tête, on va dire. Mais on est capable, effectivement, avec des intégrateurs, Designer de au moins piloter, ouais, on va dire, tout le projet. Ouais. Et c'est super, enfin, pour le coup, c'est super intéressant, cette partie-là. Et effectivement, comme tu le dis, sur ça, on est très neutre. C'est-à-dire qu'on va leur proposer un peu tout ce qu'on pense en termes de solutions, être bien pour eux. Et ensuite, c'est un cahier des charges classique, sauf qu'ils n'ont pas le temps de le faire la plupart du temps. Donc, du coup, on met la main dedans et on les aide à le faire, effectivement. Alors là, on a beaucoup parlé de tes clients. Souvent, moi, les experts comptables me disent, en vrai, moi, trouver des clients, c'est limite plus facile que de trouver des collabs pour servir ses clients. Et donc, toi, ça a été, j'imagine, un sujet aussi. Et vous avez pris une approche assez particulière. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les choix que vous avez fait dès le début ? Du coup, quand on a créé le cabinet, on avait une autre problématique, c'est qu'on avait marre d'être en région parisienne. François voulait partir, moi aussi. Et on s'est dit, tu sais quoi, on sort de Covid. Viens, on teste de faire un cabinet full remote. On a bossé en remote pendant 6 mois. Viens, on teste de faire quelque chose vraiment complet. Vous en connaissiez un déjà ? Pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est vous lancer dans le vide, quoi. Voilà, un peu comme je te disais tout à l'heure, jet ski, ça marche pas, c'est pas grave, on tourne et on peut aller ailleurs. Donc on a testé. François, il est parti vers Aix-en-Provence. Donc du coup, on a créé le cabinet à Aix-en-Provence. Moi, j'étais un peu plus loin, j'étais à Lisbonne. Et on a commencé comme ça en full remote. Et au final, on s'est rendu compte très rapidement que c'était un avantage pour le recrutement parce que voilà, on est dans un métier où il y a une pénurie certaine, surtout en région parisienne, de collaborateurs. Et j'ai fait partie de ces collaborateurs-là. On est volatile. C'est-à-dire que tu vas rester 2 ans dans une structure et tu vas penser à changer. Tu ne changes pas forcément, mais tu vas penser à changer. Et nous, on voulait essayer d'avoir une stabilité sur cette partie-là. Et au final, on s'est rendu compte que le télétravail était un atout. Pas toujours, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne recherchent pas un 100% télétravail. Mais quand tu recherches un 100% télétravail, tu es sûr et certain que c'est toi qui gagne l'offre, en fait. C'est toi le collaborateur, il vient chez toi sûr à 100%. Donc vous, dès le début, vous avez dit on est limite le premier cabinet full remote, quoi. Est-ce qu'on est le premier? J'en sais strictement rien. En tout cas, moi, j'en connais pas forcément d'autres. Mais c'était vraiment l'idée. Vous avez dit dès le début, on embauche des gens où qu'ils soient. Ils bossent de chez eux. Exactement. De chez eux ou ils doivent aller quand même dans un Ils bossent bureau, de chez eux. Okay. Ils bossent de chez eux. S'ils veulent bosser en cowork. Toi, tu les mets bien, bonnes conditions, j'imagine, voilà. Bon écran. Exactement. Etc. En gros, la première chose qu'on fait, c'est leur dire tu as besoin de quoi pour t'équiper à la maison? Bureau, chaise, cafetière. Enfin, voilà, vraiment la totale pour que tu te sentes comme au bureau. On leur donne la possibilité s'ils le souhaitent, mais au final, on n'en a aucun qui le fait.
c'est de leur prendre un espace de coworking 2-3 jours par semaine Mhm. pour qu'ils puissent en fait aller dans un espace un peu plus ambiance de travail, on va dire. Ouais. Et une fois qu'on a dit ça, chacun fait un peu ce qu'il veut. Au début, on se voyait que autour de séminaires. Maintenant, en fonction des régions, on essaie de regrouper au moins une fois par mois tout le monde. Ok. Mais c'est pas pour le travail, c'est pour le relationnel en réalité. Ok. Et donc aujourd'hui, toi, tu as des collabs en France et des collabs au Portugal. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. On a 50% au Portugal, 50% en France. Il y a une spécificité, c'est que les Portugais sont français, Mhm. dans le sens où ils ont été formés en France, ils ont vécu en France. Et en réalité, si je te les présente, tu n'as même pas l'impression. Enfin, si je te dis pas qu'ils habitent au Portugal, tu le sais pas. Ouais, c'est On est beaucoup. transparent sur ce sujet-là. On ne le cache pas aux clients. Moi, Ouais. je peux témoigner parce que vous aviez Ouais. eu la gentillesse de m'inviter C'est à vrai. votre séminaire d'entreprise, justement, il y a peut-être 2 ans, Ouais, c'était en 2022. Ouais. 2022. On avait été, du coup, moi, j'avais atterri à Lisbonne. On avait Ouais. été derrière À à Léria. Léria. Et on avait bien mangé. Et après, on avait fait du karting. Ouais. C'était Et c'était bien. mon premier et mon dernier. On en parlait juste avant. C'était bien J'ai sympa. terminé dernier, j'étais malade et tout. Ouais. Mais il y avait une super ambiance. Et effectivement, c'était le matin, vous avez fait un peu réunion de travail, Exactement. genre les challenges du cabinet, organisation et tout. Et puis après, surtout sociabilisation, quoi. Exactement. Créer du lien. C'est ton seul moyen, dans notre cas, de créer un sentiment d'appartenance avec les équipes et que pour eux, ils ne soient pas en train de travailler pour un cabinet d'expertise comptable, mais qu'ils soient en train de travailler pour Rallye Conseil. Mhm. Donc effectivement, ça, on en fait 3 fois par an des séminaires. Ok. Donc c'est le moment où tout le monde Et je se crois que réunit. tu avais dit, en gros, l'argent que tu économises sur les bureaux, bah, tu remets tout. Exactement. En vrai, c'est pas. Parfois, les gens se disent, ah, Ouais. full travail, comme ça, ils payent pas les bureaux. En Pas vrai, du tu tout, ouais. réinvestis autant, peut-être voire même plus. Ouais, c'est Mais c'est On a- plus que tu vas. Les gens viennent chercher quelque chose de différent en termes d'expérience de travail. Ils n'ont pas à prendre les transports le matin, le soir. Ils sont avec leur famille. c'est exactement ça. En réalité, ouais, d'un point de vue financier, cette année, là, on a clôturé en septembre. Honnêtement, si on avait pris des locaux sur 20 personnes, je pense pas qu'on en aurait eu pour beaucoup plus cher, Mhm. on va dire. Donc non, parce qu'on essaie de faire vraiment des séminaires intenses euh, où on équipe un peu tout le monde, tu vois, les Mhm. t-shirts, ce genre de choses. On équipe un peu tout le monde pour qu'il y ait vraiment ce sentiment d'appartenance, que tout le monde se sente bien. Et on fait un peu ce que vous faites, les startups. J'ai discuté avec une cliente, elle m'a parlé de entreprise libérée. J'emploie pas du tout ce mot-là, mais quand je lui ai demandé ça signifie quoi pour toi, entreprise libérée, qu'elle nous a raconté ce qu'il faisait, je l'ai regardé, en fait, je suis un cabinet libéré. Tu vois, je suis pas un cabinet à mission, je suis un cabinet libéré, parce que même en termes d'horaire de travail, chacun fait un peu ce qu'il veut, il y a quelques règles, mais si tu veux travailler 4 jours par semaine, tu travailles 4 jours par semaine. J'ai aucun problème avec ça, du Et moment moi, j'avais senti ça quand j'étais venu à votre séminaire, c'est que les gens, du coup, ils se sentent responsables et je sais pas comment dire en français, mais empowered, quoi. Enfin, Non, mais c'est exactement ça. Tu te c'est rends- leur bébé, quoi. Exactement. Et ils ont le sentiment qu'ils participent, qu'ils contribuent. Oui, mais c'est même pas un sentiment parce C'est que la c'est réalité, vrai. quoi. C'est Ouais, vrai, ouais. ouais, c'est complètement vrai. On fait pleinement confiance à tous les collaborateurs qui sont au sein de Rallye. Il y a un cadre, hein, mais on leur donne une liberté où j'ai certains de mes collaborateurs au Portugal ou même dans le Sud, des fois, ils bossent à la plage. Tu vois, ils bossent dans un café sur la plage. Je m'en fous. Hein, franchement, si lui, il se sent bien comme ça et que ça lui permet de donner ce qu'il a à donner pour accompagner correctement les clients, Et c'est du avec coup, grand plaisir. la relation client, elle est aussi en visio. C'était la plus grande crainte. Les collaborateurs, on savait que c'était un atout d'avoir le télétravail. Encore que, comme je te disais, on a eu des postes, des profils super Qui ont sympas. dit, nous, on veut pas. On veut pas. Et on a fait une erreur une fois de recruter quelqu'un qui n'était pas sûr de vouloir faire 100% du télétravail, qui a testé. Au bout de 3 mois, ça n'a pas marché. Soit c'est quelque chose qui t'attire, soit ça ne sert à rien. Ouais. Même si tu as un super profil, ça ne marchera pas. D'un point de vue client, c'était une grande crainte parce qu'on a toujours l'habitude du cabinet où le client vient chez toi. En réalité, quand tu discutes avec les clients aujourd'hui, ça arrange tout le monde. On vient, quand je viens sur Paris ou François vient sur Paris ou sur Aix, on va voir les clients à ce moment-là. On n'y va même pas pour une réunion, on y va pour boire un café ou un déjeuner. Forcément, tu parles business, hein, bien sûr, mais on y va pour les connaître. Et pour une réunion, on n'a pas besoin de
de venir sur place ou de venir dans nos locaux. Ce qui compte, c'est Tout le monde gagne du temps et par Exactement. contre d'être réactif, quoi. Tout ça. C'est ce que j'allais te Ce dire. que les clients ils attendent, c'est ça. C'est exactement. Souvent, au début, quand il y avait des personnes qui étaient un peu réfractaires parmi les prospects qu'on recevait, je leur disais, tu vas voir combien de fois ton expert comptable au bureau. Ok, il est à 2 rues de chez toi, tu y vas combien de fois? Ah, j'y vais 1 fois par an. Je lui dis, si c'est ça le problème, 1 fois par an, tu me verras. C'est sûr et certain. Si c'est vraiment le problème, on se verra 1 fois par an et tu te rendras compte qu'en réalité, tu n'es pas obligé d'être proche géographiquement. Ce qui compte, c'est d'être proche quand tu en as besoin. C'est-à-dire, typiquement, contrôle fiscal, je me déplace. Et je prends le mandat pour moi. Et en fait, le contrôleur, il te voit 1 fois et après, il ne te voit plus. Pourtant, on est à distance. Tu vois. Donc, on avait beaucoup peur de ça. Au final, ça se passe super bien. L'autre chose du full remote auquel on avait peur, c'était d'être qualifié low cost à cause du full remote. En réalité, très rapidement, si tu sers correctement ton client et que tu es réactif, l'image, elle saute directement. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais oui, des fois, on fait nos petits tours. Moi, quand je viens sur Paris, je viens que pour ça. Je viens voir un peu la famille aussi et mes amis. Mais en fait, j'ai toutes mes réunions planifiées. Je sais exactement qui je viens voir pendant 3 jours. Et ça règle le souci de l'éloignement géographique, on va dire. Okay. Du coup, tes salariés, ils viennent quand même, genre quand tu les embauches, il y a une espèce d'onboarding en physique ou pas? Ouais. En physique, non. Par contre, on a créé un onboarding sur Notion, ultra complet, avec des vidéos, etc., pour justement les onboarder sur Penny Lane. Quand un collaborateur arrive, il a 3 jours pour prendre connaissance du Notion, outils de travail. de tous les outils de travail, faire les formations Penny Lane qu'il y a à faire, pour être prêt. Et ensuite, au milieu de parcours, il a une réunion avec son manager, ou si c'est lui le manager, avec son équipe. Et ensuite, en bout de course, il a une réunion avec François ou moi pour savoir si tout va bien, s'il a besoin de plus de temps, avant de vraiment démarrer auprès des clients. Le premier mois, tu fais le rôle de junior sur Penny Lane. Tu apprends à saisir, tu apprends à utiliser l'outil. Pour que chacun soit légitime et crédible, quoi. Exactement. En fait, tu vois, quand tu recrutes des gens qui étaient sur d'autres types de solutions, il faut qu'ils comprennent la philosophie. Exactement. Pour eux, c'est novateur. Donc, il faut leur laisser le temps. Donc, on leur dit, pendant 1 mois, tu vas faire ça. Et ensuite, on les présente aux clients progressivement. On ne les envoie pas dans le grand bain directement. Parce que, justement, on veut que quand ils soient prêts à accueillir du client, ils n'aient pas peur de leur répondre. Honnêtement, c'est un peu le principe. Ça marche plutôt bien. Le Notion est très complet. Il a été mis en place il y a 1 an. On le complète en fonction. À la fin du Notion, tu as un questionnaire de satisfaction et de recommandation. Est-ce qu'on pourrait améliorer la chose? Donc, on met ça en place et on fait la même chose pour les clients. Et ça, c'est intéressant, ça. Donc, les clients, tu les onboards aussi, toi, sur Penny Lane. Sur Penny Lane, en fait. Et c'est fait par qui? Par le collab ou c'est fait par le. On a hésité, beaucoup hésité. En réalité, on le fait avec le collab pour qu'il y ait ce sentiment de proximité dès le départ. Donc, si tu veux, le client est sur le pipe, sur le CRM. Je valide la mission. Et là, tu as toute une série de mails automatiques avec des petites vidéos qui arrivent. Et une prise de rendez-vous avec ton manager, enfin, le manager qui t'a attitré. Ce premier rendez-vous, justement, on rentre dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le business model du client, les KPI qui suivent, qu'on ait ou pas une mission de DAF externalisée. C'est ça, on le fait pour tout le monde. Parce qu'en fait, je veux que les collaborateurs connaissent le business model de leurs clients. Une fois qu'on a fait ça, on lui explique les bases de Penny Lane, c'est-à-dire au minimum ce que nous, on a besoin. Et après, on leur explique ou voir s'ils veulent plus d'informations. Et on se donne une 30aine de jours. Et au bout de 30 jours, on refait un point. Si tout se passe bien, si les outils sont correctement utilisés, s'il y a des questions. Et on refait un point 60 jours après. À la fin des 60 jours, on lui demande si tout va bien. Bien sûr, entre-temps, il y a eu des interréactions durant les 60 jours. Ça n'empêche pas. Mais on a ce sentiment, les retours qu'on a de la part des clients, c'est qu'ils se sentent accompagnés dès le départ. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui est la clé, parce que toi, pour être productif derrière... Complètement. Et nombre de fois où l'onboarding nous a permis de faire autre chose. Parce qu'en fait, on capte un besoin. Ouais, tu remarques qu'il a tel truc dont il t'avait pas parlé. Voilà. Et c'est écrit en fait sur le process d'onboarding. Ce qui fait que nous, quand on va voir le process d'onboarding, le mec qui t'a dit... le client, il t'a dit
je n'ai jamais eu le temps de trouver mes justificatifs et de les donner à mon expert comptable à la main à l'époque. Et là, tu te dis, mais en fait, il y a une mission d'office manager qui peut être faite. Ce n'est pas le but ultime, mais tu peux dire, je peux rendre service à mon client. Parce que de l'autre côté, il va te dire, j'ai pas le temps de fournir les documents, parce que je suis pris par le travail, mais à l'inverse, j'ai envie d'avoir une vision de mon business beaucoup plus régulièrement. Il y a une adéquation entre les deux. Donc, du coup, l'idée, on repère un besoin et on essaie de le résoudre pour que la partie valeur ajoutée, c'est qu'il ait des KPI plus régulièrement, soit faisable. Parce que sinon, c'est pas faisable. Ok. Super clair. On a parlé de tes clients, on a parlé de tes collabs. Au début, tu disais que maintenant, tu réfléchissais un peu à peut-être racheter ou comment grossir. C'est quoi votre rêve avec François là, dans 5 ans? Alors, vous avez déjà explosé votre BP là, au bout de 3 ans, mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous voulez être où, quoi? C'est quoi le... Nous, l'idée, c'est de rester dans le full service. Donc, en fait, c'est un peu... Donc, tu vas offrir encore plus de services différents qu'aujourd'hui? Exactement. Exactement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on fait du DAF, on fait de l'expertise comptable conseil classique, social, et on a intégré un service office manager au sein des équipes. Et l'idée, c'est d'aller plus loin. Pourquoi pas racheter un cabinet de cybersécurité ou d'infogérance. La partie avocat, je pense qu'on n'est pas encore assez mûr, mais peut-être que dans 5 ans, ça y viendra. Enfin, l'idée, c'est voilà, de proposer patrimoine, vraiment... Patrimoine aussi, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Donc peut-être que ça serait même moi qui irais sur le sujet. Mais l'idée, oui, c'est vraiment d'offrir un full service parce que je considère que c'est l'avenir de nos métiers. La saisie comptable, c'est ton produit d'appel. Et en réalité, les clients trouvent que ça ne sert à rien la partie comptable de manière générale. Ils ne sont pas complètement tort. Par contre, ce qu'il en ressort derrière en termes de services administratifs, financiers de manière globale, part de la comptabilité. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps capter la comptabilité, c'est ce qu'on sait faire de base. Ouais. Et ensuite lui dire, bah, écoute, toi, ton métier, c'est d'être sur le terrain, de développer ta boîte, d'être vraiment dans ton cœur business. Mais nous, en fait, l'idée, c'est tout ce que tu ne peux pas faire parce que soit tu ne peux pas embaucher parce que tu n'es pas encore assez gros ou que tu n'as pas envie d'embaucher sur ce secteur-là, bah nous, on peut y répondre. Et pour faire ça, il faut continuer de grossir parce qu'il y a quand même un enjeu, je pense, de masse critique. Exactement. Genre, si tu veux te lancer dans un nouveau service, il faut que tu aies parmi tes clients assez de gens pour occuper quelqu'un full-time. Exactement. Soit ça, ou soit tu considères que tu investis. Ça peut être une autre solution. Ce qu'on a fait au début, on a pris des collaborateurs très tôt parce qu'en fait, on voulait se libérer du temps avec François pour faire autre chose. Et je crois aussi que tu avais la philosophie, tu m'avais dit à l'époque, toujours avoir de l'avance en termes de Exactement. staffing pour jamais être la tête sous l'eau. Par exemple, ça, c'est exactement ce qui nous a sauvés l'année dernière. J'essaie de faire en sorte que les collaborateurs soient chargés maximum à 80%. Et quand ce n'est pas le cas, j'ai un peu peur parce que je me dis que la qualité va s'en ressortir. On va avoir une qualité beaucoup moins bonne si les collaborateurs est full occupés. Et l'année dernière, on a eu un départ un peu de dernière minute en plein milieu de l'APF, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et celui qui est redouté par tous les experts comptables. Exactement. Et en réalité, ça s'est bien passé. Parce que tu étais bien staffé. Voilà, parce qu'on était bien staffé. On a mis les mains dedans avec processé François. Aussi avec ton chaîne et tout. Exactement. C'est-à-dire que tu suis bien qui en est où. Exactement. Et en vérité, c'est ce qui nous a... On a mis les mains dedans avec François plus que ce qui était prévu. C'est une certitude. Mais en réalité, c'est sorti, quoi. Et sans que... Enfin, tu vois, ma satisfaction, moi, c'est quand je suis en période fiscale à 19h sur le PC et que je vois plus personne connecté sur Teams. Là, je me dis, c'est que... J'offre un confort ce qu'on à veut mes collabs, quoi. Pour nos collaborateurs, on arrive à le mettre en place. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. On est dans un métier qui est un peu compliqué. De temps en temps, tu es obligé de faire un peu plus. Mais quand je vois ça, je suis content. Et je dis même, des fois, j'envoie même un texto à François, je fais, il n'y a plus personne. Je suis content, tu vois, parce que je me dis, ça veut dire qu'ils arrivent à gérer leur portefeuille dans un temps qui est, à mon sens, raisonnable, correct. Ouais. Voilà, pour notre profession, on va dire. Que je n'ai pas vécu, moi, quand j'étais à leur place. Nous, c'est exactement ce qu'on veut. Enfin, que ça soit au Portugal, il faut pas... Enfin, tu vois, les gens pourraient penser qu'on externalise une partie au Portugal pour une réduction de coûts. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les collaborateurs portugais, ok, ils sont pas forcément... Et encore que... Ils sont pas forcément payés autant qu'en France. Par contre, ils sont bien mieux payés que ce qui se passe au Portugal. Bien sûr. Ouais. Tu vois, donc, en termes de coût de la vie. Et même comme ça, j'en ai certains, ceux qui sont là depuis le début, ils sont payés comme s'ils étaient en France. Tu vois.
avec un confort de vie qui est différent. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir ton invité. temps et super intéressant sur la partie collab, client. Et donc, je pense que s'il y a parmi nos auditeurs quelqu'un qui veut lancer son cabinet full remote, il faut venir te voir pour demander conseil, quoi. Enfin, avec grand plaisir déjà pour cette partie-là. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est lancez-vous. Enfin, il y a ton risque, il est limité. Au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? Ça se passe mal. Tu retournes travailler pour un cabinet et tu gagneras très bien ta vie. Tu seras confort. Il n'y a pas de sujet. Donc, en vérité, il n'y a aucun risque à se lancer, à mon sens. Bon, bah, je fais que écho à ce que tu dis. Lancez-vous. Merci. Merci Allez, à toi, bientôt. Arthur. À bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur Contre-Attaque la Média.